Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TV78, l'info locale en 26 minutes. Nous sommes le jeudi 12 septembre, voici les titres de l'actualité. 3 mois que les pompiers des Yvelines sont en grève. Ils ont répondu fin juin à l'appel national de plusieurs organisations syndicales. Un mouvement pour dénoncer au départ un manque d'effectifs, mais aussi pour demander une remise à plat du régime des retraites. C'est le premier transport du genre à circuler quotidiennement en France. Un bus à hydrogène est testé en ce moment entre Versailles et Jouy-en-Josas. Autonomie de 300 km pour ce véhicule qui a été inauguré officiellement ce matin. Et du golf joué avec les pieds, c'est le principe du foot-golf. La discipline se développe avec 5000 licenciés français aujourd'hui. Une compétition s'est déroulée il y a quelques jours à la Queue-les-Yvelines. On parlera aussi tout à l'heure du mouvement de grève qui se profile lundi chez les avocats et aussi de la plaine de Versailles qui entre en fait à quelques jours de l'automne. Depuis la fin juin, les pompiers yvelinois ont répondu à l'appel national lancé par une intersyndicale. Cela ne s'était pas produit en 20 ans. 85% des sapeurs-pompiers sont en grève. Remise à plat du système des retraites, revalorisation de la prime de feu, mais aussi plus d'effectifs. Le point sur la mobilisation avec Mathilde Demilly. Les revendications sont multiples et le mouvement de la grève s'attaque à chaque département. Pour les pompiers des Yvelines, la principale requête concerne le manque d'effectifs. 140 postes sont demandés pour remplir les camions lors des interventions. Les délais d'intervention ont augmenté dans tout le département, donc il y en a pour qui ça n'a pas bougé et d'autres qui ont pris 10, 15, 20 minutes supplémentaires du délai d'intervention du fait de la disponibilité des pompiers à cet instant dans le centre concerné. C'est de remettre en effectif suffisant dans les engins comme c'est prévu, où un fourgon d'incendie, on doit être 6 dedans. 5, 4, 3, ça ne marche pas. Forcément, derrière, le service n'est plus du tout le même. Intervenir dans de bonnes conditions, c'est la volonté de ces sapeurs. La profession des pompiers n'est pas encore reconnue comme dangereuse et insalubre, ce qui ne leur permet pas de prendre leur retraite avant 62, voire 64 ans. On sait que l'espérance de vie d'un pompier est de 65 ans. On a un métier qui est dangereux, pénible. On intervient partout, pour tout. Même pour des missions qui ne sont pas les nôtres. On est exposé en première ligne tout le temps. Ces pompiers qui subissent des charges de travail importantes, mais aussi des agressions lors des interventions, ne supportent plus leur rythme de travail. Contactée par la rédaction, la direction du SDIS 78 n'a pour l'instant pas souhaité s'exprimer sur le sujet. La grève des pompiers risque de s'intensifier dans les jours à venir. C'est une actualité qui cause la grogne parmi plusieurs professions. Le gouvernement planche actuellement sur une réforme des retraites. Objectif notamment fondre les 42 régimes spéciaux en un seul régime universel. Le Premier ministre Édouard Philippe a précisé aujourd'hui devant le Conseil économique et environnemental le calendrier et la méthode. La réforme sera mise en place progressivement pour les personnes nées après 1963. Application définitive prévue en 2040. Et non content de ce qu'il se prépare, plusieurs professions entament un bras de fer, des mobilisations massives, dont une prévue demain à la RATP, on vous en parle dans un instant. Les avocats, eux, feront front commun lundi avec plusieurs professions libérales pour une manifestation à Paris. On en parle avec vous, maître Nicolas Goutz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Versailles, membre du Conseil de l'Ordre, les avocats qui font partie bien sûr de ces 42 régimes spécifiques que le gouvernement prévoit de fusionner en un seul, en étant déjà le plus pédagogique possible. Est-ce que vous pouvez expliquer comment fonctionne votre système actuel de retraite ? Alors, vous l'avez déjà rappelé, c'est un régime spécifique, il est même autonome. En fait, un régime autonome, c'est-à-dire qu'il est géré par une caisse nationale des barreaux de France, qui est totalement indépendante, une gestion généreuse et une gestion solidaire. Autonome, c'est-à-dire que ce sont les avocats qui cotisent pour leur retraite, et ça ne coûte absolument rien à l'État ni à quiconque. Et une gestion solidaire, parce qu'il y a une solidarité à la fois interne, c'est-à-dire que le système est si vertueux que nous cotisons pour partie forfaitairement, de façon tout à fait raisonnable, ce qui permet d'assurer une retraite minimale tout à fait satisfaisante pour nos confrères, à annuité égale, et une solidarité externe, car nous cotisons également, à hauteur d'à peu près 1 300 € par avocat par an, pour la collectivité nationale, et notamment pour apporter une aide
aux collectivités, aux régimes qui seraient déficitaires. Donc si je comprends bien d'après vos propos, c'est un système aujourd'hui qui fonctionne très bien, il n'y a pas besoin de modification a priori? Non, vertueux, qui répond aux objectifs de solidarité qui sont avancés, tout à fait vertueux, qui est bénéficiaire. Nous avons 2 milliards de réserves, parce que pour être totalement objectif, on a une période démographique qui est extrêmement favorable, puisque 4 avocats actifs pour un retraité actuellement. Voilà, mais c'est un système, une autogestion qui est, si ce n'est parfaite, idéale. Alors qui pourra être remis en cause, en tout cas on le verra dans les prochains arbitrages du gouvernement avec cette réforme des retraites. Vous serez dans la rue lundi avec d'autres professions. Vous estimez du coup que ce projet de réforme pourrait mettre en péril votre profession? Si oui, pourquoi? Oui, alors c'est effectivement une question qui est majeure. D'abord, je voudrais, si vous me permettez, rappeler très rapidement un chiffre actuellement, parce qu'on a toujours une image de profession de nantis, qui est extrêmement compliquée à gérer. Aujourd'hui, le revenu médian des avocats annuel, c'est 43 000 euros. Quelqu'un qui va déclarer 24 000 euros par an, aujourd'hui, avec notre système, il cotisait 3 700 euros par an et il avait une retraite de 20 600 euros par an, soit à peu près 1 724 euros par mois. Avec la réforme, demain, ces cotisations, elles seront de 6 700 euros par an pour une retraite de 4 000 euros par an. Autrement dit, il perdra 600 euros de retraite alors qu'il cotisera 2 fois plus, de 14% à 28%. Des effets même sur le court terme, peut-être moins de pouvoir d'achat pour les avocats? Moins de pouvoir d'achat, mais c'est surtout la mort des structures, des petites structures en fait d'exercice. Et vous savez, ce qui est extrêmement vicieux, et vous allez voir que c'est absolument pas égocentré comme discours, c'est que vous allez toucher en fait aux structures les plus modestes. Et les structures les plus modestes, c'est celles qui assurent le plus les missions de service public, et notamment via l'aide juridictionnelle, le secteur assisté. Et donc, si vous les privez, si vous augmentez drastiquement et de façon aussi significative leur cotisation retraite, ils ne pourront plus accepter d'intervenir comme ils le font pour l'aide juridictionnelle. Et donc, qui va en payer le prix? Donc ça veut dire qu'il pourrait y aussi avoir un risque pour le justiciable, c'est ça, qu'il ait moins d'accès au droit finalement, moins accès à la justice. Exactement, ça signifie que les plus démunis vont avoir un accès au droit extrêmement restreint. Et ce qui est aussi la deuxième, ça c'est pour moi l'élément qui est fondamental. Il y a une autre difficulté, et ça c'est une rupture d'égalité et une injustice. Aujourd'hui, quand vous êtes salarié et que vous cotisez sur ces 28%, vous en assumez 40%, et les charges patronales, c'est 60%. C'est ventilé 40-60. L'avocat, lui, il va en assurer 100%. C'est une chose. Et pourtant, nous ne bénéficions pas des mêmes régimes de protection sociale. Par exemple, nous n'avons pas d'assurance chômage. Donc on nous augmente, on a un point, ça ne veut pas rentrer trop dans la technicité, mais on a un point, une valeur du point qui va de toute façon être restreinte et dont on ignore exactement quel sera le montant. Et en plus, les réformes qu'on nous a annoncées sur la protection sociale, et notamment l'assurance chômage, ne voient pas le jour. Alors sur la mobilisation pour le barreau des Deux-Sèvres, les avocats ont prévu une mobilisation massive, report de la totalité des audiences lundi, y compris le pénal d'urgence. Est-ce que ce sera le cas à Versailles? Est-ce qu'on peut s'attendre à une mobilisation massive des avocats du barreau de Versailles? Oui, parfaitement. Ça a été appelé, conformément au CNB, qui est notre organisme, Conseil national des barreaux, qui est notre organisme de représentation, qui nous a appelé, qui a fait un appel à la grève pour le 16 septembre. La petite spécificité, c'est pour le pénal d'urgence, certes, il y aura des renvois, mais pour le contentieux de la liberté de la détention, on n'a pas envie non plus de sacrifier tout ce qui est ce type d'enjeu de la liberté, qui est quand même fondamental. Il sera assuré notamment par le futur bâtonnier du barreau de Versailles. Un mot rapide pour terminer. Lundi dans le cortège, vous ferez front commun avec d'autres professions libérales qui sont réunies dans un collectif SOS Retraite. Ça, c'est primordial d'unir les voix, les différentes discordes en une seule voix pour pas que cette mobilisation ne s'éparpille finalement. Oui, c'est très juste. En fait, c'est à l'initiative du Conseil national des barreaux toujours. Il y a eu un appel à la mobilisation. En fait, on va faire front, même si, encore une fois, on a un régime autonome. On n'est pas les seuls, mais on a un régime autonome, en tout cas, qui fonctionne extrêmement bien. Spécifique. Une mobilisation plus forte, c'est toujours important, et on est tous impactés. Et une mobilisation donc qui est prévue ce lundi à Paris. Merci Nicolas Goutz d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Versailles et également membre du Conseil de l'Ordre. Merci d'avoir accueilli. Et il n'y a pas que les avocats qui se mobilisent pour le maintien de leur régime spécifique. Une grève massive est annoncée également du côté de la RATP ce vendredi. Conséquence, une journée très compliquée dans les transports. Pour les Yvelinois qui travaillent à Paris, attention, 10 lignes de métro seront totalement fermées demain. Vous les voyez s'afficher. Pour les métros 4 et 7, un train sur 3 sera en circulation.
Aucune rame entre Franklin Roosevelt et Nation sur la ligne 9, un train sur 4 pour le reste du tracé. Quant à la ligne 8, prévoir un train sur 3 seulement entre Créteil et Reuilly-Diderot. Du côté du réseau des RER, beaucoup de perturbations également pour le RER A qui s'arrête dans de nombreuses villes des Yvelines. Pas de trafic aux heures creuses et seulement une rame sur 3 en heure de pointe, c'est-à-dire de 6h30 à 9h30 le matin et de 17h à 20h le soir. La ligne B, dont le terminus est à Saint-Rémy-les-Chevreuses, sera également interrompue aux heures creuses. Un train sur 5 en prévision pour les heures de pointe. À noter que les autres RER et Transilien, pour ces réseaux, le trafic est annoncé normal car géré par la SNCF. Enfin, pour les tramways, pas de circulation en heure creuse sur le T6 qui passe à Vélizy et Viroflay, tout comme sur 5 autres lignes franciliennes que vous voyez à l'écran. Un tram sur 3 en heure de pointe, un tram sur 2 sur le T3 bis et le T5. Enfin, en moyenne, un bus sur 3 des lignes RATP roulera sur l'ensemble du réseau. Et justement, puisqu'on parlait de bus, c'est une première nationale. Des bus à hydrogène circulent dans les Yvelines, plus écologiques. Ces moyens de transport sont en place sur la ligne 264 entre Versailles et Jouy-en-Josas. Inauguration officielle ce matin en gare de Versailles-Chantier. Maxime Abolin. Silencieux, non polluants, ces bus à hydrogène incarnent l'avenir des transports en commun. En expérimentation dans le département, ils ont été conçus par Air Liquide. Un bus hydrogène en fait est un bus électrique avec une batterie qui est plus faible que sur les bus électriques normaux, donc 24 kW, une batterie qui est plus petite en kilowatts qu'une Zoé par exemple, et qui bénéficie d'une pile à combustible qui charge cette batterie dès que celle-ci descend en dessous de 50% de charge. Grâce à 5 bouteilles d'hydrogène situées sur le toit, le bus garde une autonomie de 300 km. La recharge s'effectue en 20 minutes dans une borne située au Loges en Josas. Un moyen de transport plus écologique donc, mais aussi plus agréable à conduire. Ça se conduit pareil. Ça se conduit pareil, sauf que c'est silencieux et non polluant, évidemment. Et ça, c'est assez appréciable. Et puis, je pense qu'à long terme, en fin de service, je pense que je serais beaucoup moins fatigué par rapport au bruit parasite qui pouvait y avoir dans les autres véhicules. Et en cas de réussite de ce test, l'objectif sera de déployer ces moyens de transport sur tout le territoire francilien. Mon objectif à court terme, et ce sera l'objet d'une délibération qu'on votera en novembre au Conseil régional, c'est de déployer des territoires à hydrogène. Des territoires à hydrogène en Ile-de-France, qui seront des territoires test. Je pense que naturellement autour d'Orly, il y a quelque chose à faire. Naturellement ici, autour du centre de recherche de l'Air Liquide, il y a quelque chose à faire. Mais on peut identifier en Ile-de-France un certain nombre de territoires dans lesquels on va déployer des réseaux de bus à hydrogène, déployer aussi des flottes de véhicules à hydrogène avec les entreprises autour de stations à hydrogène. C'est ça notre priorité. Seul hic de ces nouveaux bus, leur prix. Alors qu'un véhicule diesel coûte environ 250 000 €, le bus à hydrogène est estimé à 850 000 €. Et l'Île-de-France qui se fixe cet objectif 100% de bus propres en 2029. Autre moyen de transport et qui se veut plus respectueux de l'environnement, c'est le vélo électrique. La région veut le faire découvrir aux Franciliens au moyen du Véligo, un service de location longue durée mis en place par Île-de-France Mobilité. Il a été lancé officiellement ce mercredi. Le reportage de Marilène Yapichino et de Rodolphe Blondel. La très grande majorité des trajets en voiture aujourd'hui en Ile-de-France font moins de 7 km. Moins de 7 km, c'est-à-dire 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de vélo ou de vélo électrique. C'est en partant de ce constat que la région Île-de-France, avec l'aide d'Île-de-France Mobilité, a décidé de lancer son service de location de vélos électriques longue durée, Véligo. 20 000 vélos en location longue durée pour 20 € par mois avec le remboursement employeur, eh bien, on peut découvrir le vélo électrique pendant 6 mois. Et ce que je viens d'annoncer, c'est qu'après ces 6 mois, à partir de février 2020, la région, qui veut être un puissant réducteur d'inégalités sur tout son territoire, proposera pour chaque francilien, quelle que soit la ville où il habite, une aide de 500 € à l'achat, une aide individuelle de 500 € à l'achat de vélos électriques. 250 points de location sont mis en place dans toute la région, dont 7 à Saint-Quentin en Yvelines. La région souhaite donner l'accès à ce mode de déplacement souple aux non-parisiens dont le territoire est plus vallonné. Vous avez évidemment le moteur, la batterie qui est sur le cadre, qui est unique et qui est pour ce vélo, qui permet d'être branché directement si vous habitez en rez-de-chaussée sur ce côté latéral ou de la déloger et de la prendre avec vous à votre bureau ou à votre domicile. Une batterie d'une autonomie de 75 km, mais également un poste de pilotage où loger son smartphone avec une prise USB pour récupérer de l'autonomie.
1500 utilisateurs se sont déjà inscrits durant l'été et parmi eux, 4 chanceux ont pu récupérer leur Véligo mercredi 11 septembre, journée officielle du lancement du service. L'automne, vu par certains comme une période morose après la douceur de l'été. Détrompez-vous, l'association de la Plaine de Versailles lance à l'approche de cette saison son automne de la Plaine de Versailles. Ça débute demain, balade, conférence et fête au programme jusqu'au 15 décembre. On en parle en plateau avec vous. Marie Martinez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de projet à l'association patrimoniale de la Plaine de Versailles. Il y a également Louis Bataille en plateau, bonsoir. Vous êtes le cofondateur, un des cofondateurs des Deux Gourmands, des producteurs de biscuits à Crépierre, et vous organisez, vous, samedi et dimanche, une fête de la Plaine dans votre exploitation à Crépierre. On va en parler dans un instant. Déjà, sur l'automne de la Plaine, Marie Martinez, présentez-nous cet événement. Quels sont les objectifs de cet automne? Les objectifs donc, de l'automne de la Plaine, c'est de rassembler toutes les initiatives qui se passent sur le territoire de la Plaine de Versailles, qui rassemblent vraiment tous les partenaires et acteurs du territoire pour montrer le dynamisme, toutes les initiatives qui peuvent être prises, que ce soit artistiques, culturelles, patrimoniales, par exemple avec les journées du patrimoine lors de l'automne, ou d'autres animations faites par les agriculteurs ou des producteurs, ou comme donc Louis des Deux Gourmands ce week-end. Et juste sur cette association justement de la Plaine de Versailles, quelles sont ses missions qui la composent et sur quel territoire s'étend cette association? La Plaine de Versailles, c'est 27 communes donc, qui s'étendent après le parc du château de Versailles jusqu'à la vallée de la Mauldre. Et l'objectif de l'association, c'est d'être un lieu de rassemblement, d'échange et de partage au niveau de différents acteurs et utilisateurs du territoire dans cette idée de bien vivre ensemble. On est constitué de 3 collèges donc pour représenter vraiment toute cette catégorie de population. Donc il y a les élus, les différents maires, il y a les agriculteurs et il y a ce qu'on appelle la société civile qui rassemble les habitants, les entreprises et les associations du territoire. Et l'objectif, c'est d'être force de proposition et de faire du développement durable sur la plaine d'une façon participative et positive en étant pour un développement durable et pour un développement vertueux et pas contre ceci ou cela qui pourrait être plus réducteur ou opposé agriculteurs-habitants. Enfin voilà, on est vraiment dans cette notion d'être dans la cohabitation et le bien vivre ensemble. Et du coup, l'automne de la Plaine de Versailles commence demain avec un événement à Bailly, c'est ça? Tout à fait. Demain, c'est la commune de Bailly avec qui on co-organise l'événement qui ouvre le bal de l'automne de la Plaine. C'est un événement ouvert à tous les habitants pour un petit peu échanger sur la cohabitation, on va dire, entre agriculteurs et habitants pour parler alimentation, agriculture, biodiversité et un petit peu ce qui se passe sur la plaine et de façon ludique avec une troupe d'impro qui reprendra un peu de façon humoristique les points forts de l'échange. Et on retrouve toutes les informations sur le site de la Plaine de Versailles. Alors parmi les adhérents, il y a les Deux Gourmands qui fabriquent des biscuits salés et sucrés aussi à Crépierre. Vous organisez, je le disais tout à l'heure, ce samedi et dimanche, une fête de la Plaine. C'est la 2e édition de l'automne, c'est ça Louis? Exactement. On a fait la première édition en septembre dernier. Il y a eu une édition de printemps en mai. Et là, on remet ça. Donc ce week-end, 14 et 15 septembre, à Crépierre. Pourquoi organiser justement cette fête? Parce que justement, nous on se trouve au cœur de la Plaine de Versailles, d'où le nom Fête de la Plaine. Et l'idée, c'est de rassembler un maximum de producteurs locaux. Donc on va avoir des producteurs alimentaires, donc on va avoir des maraîchers, des confituriers, des gens qui font des boissons, voilà, plein de bonnes choses gourmandes à venir découvrir. Et aussi des artisans donc qui vont faire des bougies, donc des choses non alimentaires, voilà, des sacs, plein de belles choses à découvrir. C'est ça, c'est de montrer finalement toute cette diversité. De montrer toutes les richesses. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment en lien avec la PPVPA là-dessus. Et l'idée, c'est de faire redécouvrir tout ce qui se passe finalement sur cette plaine de Versailles qui est très riche, où il se passe plein de choses. Et donc on a envie de faire découvrir tout ça à travers un événement qui sera festif, gourmand, voilà, donc sur 2 jours avec il y aura des animations pour les enfants. C'est parce qu'il y a un marché de produits du terroir, mais aussi des animations. Exactement. Donc il y aura à peu près 25 exposants, donc alimentaires et d'autres artisans, comme j'ai expliqué. Il y aura des concerts tout au long du week-end. Le samedi soir, il y a un dîner-concert, donc ça va être un moment très festif. Là, il faut réserver sur notre site. Vous retrouvez toutes les informations sur notre Facebook. Vous pourrez retrouver toutes les informations pour l'événement. Et le dimanche, pareil, donc des animations pour les enfants. On a un atelier du pain, justement, qui est organisé le samedi avec vous.
Et dimanche, on a une personne qui vient venir faire des animations pour les enfants autour des plantes mellifères, puisque cette année, le thème, c'est du miel et des abeilles. Voilà, d'accord. Je vous montre le petit flyer. Donc, il y aura aussi des conférences, des tables rondes autour du miel des abeilles. Voilà, expliquer toute la magie de l'abeille et de l'apiculture sur ces 2 jours. Et je rappelle, cette fête de la plaine, c'est ce samedi et dimanche. Rendez-vous à chaque fois de 10h à 19h à Crépierre. Les horaires sont bons. 10h-19h, plus le samedi soir. Avec les ce dîner-concert qui est de 20h à 2h du matin. Et je rappelle toutes les informations à retrouver sur le site internet des Deux Gourmands. Merci à vous deux, merci Louis Bataille, merci Marie Martinez d'être venue parler de ces événements festifs de l'automne sur la plaine de Versailles. D'ailleurs, n'oubliez pas de faire le plein d'idées de sortie pour ce week-end dans l'émission Le 7-8 Loisirs présenté par Wilfried Richy. C'est ce soir, juste après ce journal sur TV 78. Cet été, la commune de Bonnel, elle, fêtait sa réserve en accueillant habitants et amoureux de la nature. Cette journée de rencontres et découvertes, la commune l'a mise en place avec le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Les détails de Gwenaëlle Saint-Hilaire. Étangs, forêts, libellules, plantes aquatiques, ils constituent une partie du patrimoine de la ville de Bonnel. Cette commune de moins de 2000 habitants est située au cœur du parc de la Haute-Vallée de Chevreuse. La réserve naturelle a été créée en 1990, au départ pour faire face à la menace d'un projet de golf. Elle a été élue capitale française de la biodiversité en 2018 pour la préservation de son patrimoine naturel. La ville a donc inauguré ce samedi 6 juillet la fête de la réserve. C'est une reconnaissance, c'est pas un aboutissement. Donc pour moi, c'est chouette parce que ça veut dire que tout ce que l'on a fait n'est pas entièrement idiot. Et donc on est reconnu par des gens dont c'est la spécialité qui disent oui, vous avez fait des choses bien. Mais après, on ne s'en vante pas pour autant, quoi. Mais très sincèrement, oui, ça fait chaud au cœur, oui, c'est sûr. Le parc naturel de Chevreuse a mis en place une journée de rencontres et de redécouverte de la réserve et du parc. Cette journée a été organisée dans le cadre du plan paysage et biodiversité des versants de la Rémarde. Donc c'est un secteur sur lequel on est en train de travailler actuellement pour créer un outil d'aide à la décision, notamment pour les élus. Aujourd'hui, c'était l'idée de faire participer les habitants à cette démarche-là, en les faisant parcourir les paysages et en leur demandant un peu leur perception, leurs idées sur ce qu'on pourrait faire justement pour, selon eux, valoriser ces paysages des versants de la Rémarde. Des conférences et visites guidées de la réserve étaient au cœur de l'événement. Un moment pour venir contempler l'exposition de peinture sur des paysages de la réserve. C'est un lieu reposant, apaisant, et c'est vraiment un lieu où il fait bon peindre. Une occasion pour les associations comme l'Amicale des Poissons de Chartan et Bonnel Bullion Nature d'échanger avec les habitants. Un moment de convivialité en famille ou entre amis grâce à une balade organisée entre 2 communes. Du coup, on avait 40 participants qui faisaient donc une randonnée à pied de 9 km depuis Bonnel jusqu'à Forges et en vélo de Forges jusqu'à Bonnel pour revenir. Vous avez entendu prendre rendez-vous à Forges, à la mairie de Forges ? À la mairie, oui. En fait, c'est un circuit que nous ne connaissons pas tant les gens de Forges que de Bonnel, puisque c'est un circuit qui ne peut être que pédestre, on ne peut pas le faire autrement qu'à pied et encore avec autorisation de quelques propriétaires. Donc c'est vrai que c'est du coup un circuit très inhabituel duquel on voit des paysages super sympas, quoi. Et ça donne envie d'essayer de le rendre possible par la suite de manière ouverte pour tout le monde, quoi. Je pense qu'au moins toutes les personnes qui ont participé à cette balade ont bien compris qu'il y avait un intérêt très fort pour tout le monde de connaître ce paysage pour justement le respecter. On a des prairies ouvertes qui sont extraordinaires, des fonds de vallée, des forêts, vraiment c'est sympa, ouais, franchement. Certaines personnes disent on se croit en vacances en rando en pleine campagne à des kilomètres de la région parisienne, quoi. C'est vrai que ça fait plaisir parce que nous sommes quand même en région Île-de-France. Le botaniste Bernard Chevasus-Aulouis, président de l'association Humanité et Biodiversité, a animé un débat suivi par la projection en plein air du film La Terre vue du cœur. Une journée de fête qui se termine tranquillement sur un transat. Et puis du sport, c'est une discipline qui mêle golf et football. Le foot-golf fait de plus en plus d'adeptes. Récemment, le golf des Yvelines accueillait la 26e étape de la Foot Golf Cup. La Foot Golf Cup, on va y arriver, découverte avec Maxime Abolin et Aurélie Ronze. Fini les clubs et les balles, place au ballon de football sur les parcours de golf. Inventé aux Pays-Bas en 2009, le foot-golf se développe en France. On compte aujourd'hui 5000 licenciés et 10 000 pratiquants chaque année. Le foot-golf, en fait, c'est, comme son nom l'indique, du golf mais avec un ballon de foot. Donc globalement, la discipline, c'est vraiment un parcours de golf
On a un point A et on a un trou dans lequel mettre le ballon en moins de coups possible. Et donc ça se joue en parcours de 18 trous au niveau des compétitions et on a exactement le même vocabulaire que le golf, à savoir là on a des par 3, par 4, par 5, on va faire des birdies, des bogeys, des pars. Pas besoin d'être professionnel pour remplir ces 18 trous. Une bonne technique avec le ballon, un œil aiguisé de golfeur et le tour est joué, un mélange qui plaît à ses adhérents. Après moi avec les pentes j'arrive à voir et c'est ce que recherche aussi un golfeur, mais je pense qu'il faut avoir des notions de golf, de foot et surtout beaucoup de mental, je pense parce que ça joue beaucoup. C'est un sport où on est face à soi-même, on peut en vouloir à personne. Une dizaine de kilomètres par parcours, le plein air, un ballon puisque je suis un ancien footeux et un ancien golfeur. Enfin voilà, une bande de potes, un club extraordinaire, donc tous les éléments sont réunis pour cette activité-là. Après l'escale parisienne, la Foot Golf Cup continue son tour de la France. 36 étapes sont au programme avant la grande finale prévue à la fin de l'année. Le ballon rond qui sourit est décidément aux Français. L'équipe de France de foot golf est également championne du monde en titre de sa discipline. C'est la fin du 7-8 journal. Belle soirée sur TV78.